Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Donc, l'auteur démarre d'abord par une petite introduction sur l'origine des sorcières et elle parle notamment de la chasse aux sorcières qui s'est déroulée au XVIe et XVIIe siècle. Donc on fait déjà un point là-dessus parce que malgré tout ce qu'on peut penser, la chasse aux sorcières n'a pas eu lieu pendant le Moyen-Âge mais pendant la Renaissance. Alors même si une partie, notamment les écrits sur lesquels se sont appuyés la chasse aux sorcières, sont parus au XVe siècle, mais donc du coup en toute fin de Moyen-Âge. Mais la vraie chasse aux sorcières, les tortures et les exécutions ont lieu au XVIe et XVIIe siècle, donc pendant la Renaissance. Ensuite, très rapidement, l'auteur nous parle de l'image de la femme dans le siècle dernier, donc à notre époque, et de son évolution, de sa non-évolution. Elle aborde notamment l'image de la célibataire, à savoir est-ce que c'est une femme libre ou est-ce que c'est une vieille fille avec ses chats. Et elle questionne aussi sur le fait de savoir si être en couple est forcément nécessaire pour se sentir accompli ou si la société considère notre vie comme complète que si nous sommes en couple. De même, ensuite, elle aborde la notion de désir ou de non-désir de maternité. Un petit peu comme avec le célibat, on se questionne de savoir si la société considère-t-elle qu'une femme sans enfant est forcément malheureuse, forcément comme si elle avait quelque chose d'inaccompli. Également, à l'inverse, est-ce qu'une mère est-elle forcément heureuse face à la maternité ? Alors sur un sujet comme sur l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisque chaque femme est unique et aura du coup son propre ressenti, son propre vécu. Mais on peut se questionner quand même sur le poids de la société, du regard de la société et du discours de la société sur les choix que les femmes peuvent faire concernant le célibat et la maternité. On se pose également la question, en allant un petit peu plus loin, en déroulant en fait la vie, en prenant le déroulement de la vie des femmes, l'auteur aborde également le vieillissement, plus particulièrement l'image que la société se fait sur les femmes, on va dire après 40 ans, à mettre en lien avec ce diktat de la jeunesse éternelle, puisque alors là on parle des femmes après 40 ans, mais on entend quand même que par exemple pour les crèmes anti-âge, on peut commencer à en mettre à l'âge de 25 ans, ce qui paraît, du coup on se dit à 25 ans on est encore jeune, on n'aurait pas besoin de tout ça, mais voilà, ça questionne un petit peu ce diktat de la jeunesse éternelle qui touche quand même majoritairement plus de femmes que d'hommes, puisque, alors je ne sais plus si c'est dans l'essai de Mona Chollet ou dans des articles que j'ai lus, mais on parle aussi de la notion notamment pour les actrices qui vivent le haut de leur carrière avant 30 ans ou avant 40 ans. C'est les périodes où elles sont les mieux payées, où elles sont le plus demandées. Alors qu'un homme va avoir plus de notoriété peut-être après 40 ans, 50 ans, voire plus, et va apparaître du coup toucher les meilleurs salaires plutôt du coup en fin de carrière qu'en début de carrière. Donc ça questionne aussi un petit peu l'image et cette différence qui est faite entre hommes et femmes, même par rapport à la vieillesse. Donc pour revenir un petit peu du coup à cette notion de vieillissement ou d'image de la société, on se dit que pourtant chaque femme devrait être maîtresse de son image quel que soit son âge, et qu'une femme qui a des cheveux blancs, des rides, etc. est une femme qui a un passé et non une vieille femme. Et on se demande d'ailleurs peut-être si ce n'est pas ça qui fait peur finalement, une femme qui a de l'expérience
et qui du coup refusera peut-être de se plier, de se laisser humilier ou dominer, que ce soit par des hommes ou par d'autres femmes plus âgées. Elle a également un avis. Elle a un avis, des connaissances. Elle peut donc être plus indépendante. C'est peut-être ça finalement qui faisait peur lors des chasses aux sorcières, des femmes qui étaient plus ou moins jeunes mais indépendantes et sachantes, puisque pendant cette période de la chasse aux sorcières, il a quand même été reconnu que la majorité des femmes qui ont été touchées étaient des guérisseuses ou des accoucheuses. Donc d'un côté, elles représentaient des concurrentes pour les médecins qui étaient uniquement des hommes. Et d'un autre côté, eh bien, elles avaient, par leur connaissance des plantes et du corps humain, elles avaient du coup un certain intellect. Et à l'époque, donc au XVIe, XVIIe siècle, l'intellect des femmes était plutôt vu comme maléfique. Donc on se dit que finalement, il n'y a eu qu'un pas à faire pour les considérer comme des suppôts de Satan. Parce qu'en effet, la majorité quand même des victimes de la chasse aux sorcières ont été des sorcières, pas des sorciers. Et que historiquement, quand on se documente un petit peu, on se rend compte que les hommes qui ont été victimes de cette chasse aux sorcières étaient le plus souvent des parents ou des proches de la sorcière elle-même et qui avaient eu le malheur de défendre leur femme, leur fille, leur mère ou leur amie et qui du coup étaient inculpés plus pour complicité que pour réellement des faits de sorcellerie. Ensuite, Mona Chollet nous parle également des différences qui sont faites entre les activités dites typiquement féminines, typiquement masculines, voilà, que ce soit au niveau professionnel que au niveau personnel, c'est-à-dire le stéréotype un petit peu de la femme à la maison, donc à l'intérieur, et l'homme travaille à l'extérieur, le jardinage qui reste, le jardinage, le bricolage, vraiment le gros œuvre, parce qu'en jardinage du coup on parle aussi des femmes, mais on va dire les gros œuvres, ce qui est supposé demander de la force, on va dire que c'est plus des choses qui vont être considérées comme typiquement masculines. Mais c'est vrai que on se demande si cela est inhérent au genre et au sexe, ou si c'est plutôt dû à l'éducation genrée, c'est-à-dire que si depuis notre enfance on a été habitué à ce qu'on nous dise non, tu peux pas faire ça parce que t'es une fille, parce que t'as pas assez de force, parce que ceci, cela, forcément à l'âge adulte, ou pareil par rapport au sens de l'orientation, on dit que les hommes ont plus de sens de l'orientation que les femmes. Mais on peut se questionner de savoir est-ce que c'est vraiment inhérent du coup au fait d'être une femme, ou si c'est plutôt dû au fait que depuis des années, des décennies selon notre âge, on a été habitué à s'entendre dire non, tu peux pas faire ça, ou non, t'es une femme donc ça c'est pas pour toi. Donc ça re-questionne un petit peu tout ça. On fait également un lien avec l'essor du capitalisme qui est mis parfois un petit peu en lien avec l'exploitation des femmes, mais également avec l'exploitation des esclaves, donc des personnes noires ou des personnes étrangères, mais également sur l'exploitation de la nature, c'est-à-dire que depuis à peu près à la fin du Moyen-Âge, la nature est considérée comme une ressource à la disposition de l'homme et comme une force à dompter, à dominer pour l'homme, et que finalement ça nous pose tout un tas de questions sur cette notion de l'homme a besoin de dominer, que ce soit un être ou la nature de manière générale, la terre de manière générale. On se pose quand même la question du coup sur les bases de notre société qui est très fortement basée sur la domination. Ensuite, très rapidement, dans les derniers chapitres, Mona Chollet nous parle également de tout ce qui est des notions de harcèlement.
alors en interprétant un petit peu le harcèlement comme un moyen de montrer aux femmes qu'elles ne sont pas à leur place. Elle donne notamment l'exemple du milieu médical où, alors après il faudrait voir au niveau des statistiques comment ça se décrit exactement, mais où voilà, les médecins sont encore majoritairement des hommes, ou en tout cas les femmes médecins sont obligées de se battre un petit peu comparé à leurs collègues masculins, mais que par contre on considère encore normal une femme voilà, qui va être infirmière, qui va être sage-femme, qui va être aide-soignante, comme si l'homme médecin gardait le pouvoir, la connaissance, et la femme restait celle qui s'occupe des soins quotidiens et qui fait du coup un petit peu la petite main. Alors c'est un stéréotype puisqu'il y a des femmes médecins et il y a des hommes infirmiers, il y a des hommes aides-soignants, il y a des hommes sages-femmes. Alors je m'excuse d'avance parce que je sais qu'il existe un terme pour les sages-femmes hommes, mais je ne l'ai pas en tête, donc je m'excuse d'avance pour les personnes qui m'écouteraient et qui seraient dans cette profession. L'auteur nous parle également, là plutôt du côté des patientes, elle nous parle des suivis médicaux, notamment des suivis gynécologiques qui sont plus ou moins imposés aux femmes dès la puberté, et également de la prise en charge des femmes enceintes ou lors des accouchements, où des actes peuvent parfois être très stressants et qui ont pour effet de rendre les actes médicaux, les soins, les examens, du coup peut-être plus compliqués ou plus douloureux. En tout cas, tous ces éléments, de manière générale, ne sont pas à généraliser. Je ne pense pas que ce soit le but de l'auteur, de toute façon, d'avoir voulu généraliser tout ça. Mais en même temps, on ne peut pas les nier, et on ne peut pas nier que ce sont des faits qui existent depuis plusieurs siècles, et qui nous amènent du coup à nous questionner quand même sur la place de la femme, que ce soit dans l'histoire ou que ce soit encore à l'heure actuelle. Alors même si beaucoup de choses ont évolué, on va parler voilà, des lois qui ont quand même beaucoup évolué depuis un siècle et demi, 2 siècles, plutôt même un siècle et demi. Mais au quotidien, voilà, il y a quand même encore beaucoup de choses que la société, alors du coup pas légalement mais moralement, impose ou essaye d'imposer aux femmes. Et c'est quelque chose voilà, qu'on ne peut pas nier et qu'il faut peut-être réfléchir pour le futur de notre société. Pour conclure, je dirais que cet essai, pour moi, est un très bon point de départ pour se documenter sur le féminisme et ou sur la place de la femme du coup dans notre société. Et que ça reste voilà, une porte ouverte peut-être pour en découvrir un petit peu plus, pour en connaître un petit peu plus, parce que même en tant que femme, on se rend compte qu'on est on a très peu de connaissances et d'arguments parfois par rapport aux hommes qui nous entourent, qui peuvent parfois avec toute bienveillance voilà, on parle pas forcément d'hommes qui sont misogynes ou sexistes, mais qui peuvent avoir des difficultés à se positionner, à comprendre un petit peu les difficultés morales que peuvent rencontrer les femmes au quotidien. Donc du coup, cet essai est vraiment un bon point de départ pour en apprendre un petit peu plus et pour avoir des discussions enrichissantes avec les hommes ouverts d'esprit, je précise, ouverts d'esprit de notre quotidien et de nos proches. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire ou à venir sur mes réseaux sociaux si vous voulez partager votre avis sur cet essai, ou si vous avez eu d'autres lectures autour du féminisme et de la place de la femme dans la société, que ce soit dans le passé ou à l'heure actuelle. Si vous voulez partager, n'hésitez pas, et que vous soyez un homme ou une femme, je suis ouverte à toutes les discussions, donc il n'y a pas de souci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé,
N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine!